Place au jeu. On cherche une émission de radio. Une émission de radio, un indice, chez vous, là. Oh, je l'aime ce jeu, je l'aime ce jeu. Top, je suis une émission de débat diffusée tous les jeudis de 18h30 à 20h en direct sur l'antenne de Radio Rec. Je n'ai pas la langue dans ma poche, je parle société, histoire, économie, géopolitique, tous les sujets sont évoqués sans langue de bois, je suis... Politiquement incorrect. Ah oui, tu gagnes Encyclopédie Larousse des arts et des lettres en 97 de livre. Politiquement Incorrect, c'est tous les jeudis soirs en direct à 18h30 sur Radio Rec et vous pouvez retrouver tous les podcasts sur radio-recc.fr. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Alors c'est sûr, c'est contemporain donc. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Pour faire passer la pilule discrètement. On en parlait déjà depuis plusieurs semaines, c'est dans les tuyaux. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Voilà, on a appris quoi. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est un vrai plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur Radio Rec pour l'émission Politiquement Incorrect. Nous étions absents la semaine dernière, on s'en excuse. Divers problèmes d'agenda ont provoqué l'annulation de l'émission de la semaine dernière, mais c'est pour mieux nous retrouver pour cette dernière de l'année, la 77e de Politiquement Incorrect et la 10e de la saison. Voilà, on termine avec le chiffre 10, un chiffre tout rond. Et on termine, c'est qui ? C'est Marc, bonsoir Marc. Bonsoir Nico et bonsoir à tous. C'est Maxime, bonsoir Maxime. Bonsoir. Et Hugo également, bonsoir Hugo. Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous. Mes fidèles acolytes, à pas confondre avec alcooliques, du premier jour qui sont présents ce soir. Merci messieurs d'avoir répondu à l'appel et merci à Christian également qui est là ce soir. Bonsoir Christian. Bonsoir Nico. Christian, fidèle auditeur de l'émission depuis quelques semaines, qui essaye de suivre dès qu'il le peut cette émission Politiquement Incorrect que vous pouvez retrouver en podcast et ça aide sur sur radio-rec.fr et également sur Facebook et Twitter, rappelons-le. Eh bien, merci Christian d'avoir répondu à l'invitation. On va te laisser te présenter d'ici quelques instants. Je voulais juste quand même, puisque vous saviez, nous avions organisé le Téléthon avec le SVE de la fac il y a quelques semaines, donner ce chiffre, puisque nous avions fait la promotion du Téléthon. 1221 € ont été récoltés le vendredi 5 décembre 2014 à l'université lors des manifestations du Téléthon, en particulier à la maison de l'étudiant. Voilà, c'était un chiffre relativement honorable qui a eu lieu et on remercie bien sûr tous les participants de cette manifestation, le SVE également les remercie et donc voilà, on tenait à souligner ce chiffre. Au programme de ce soir, eh bien, nous allons profiter de la venue de Christian pour revenir sur trois sujets assez marquants des dernières semaines que nous avons évoqués et qui ont continué d'évoluer dans l'actualité. Trois événements marquants que nous avions eu l'occasion de soulever. Tout d'abord le Burkina Faso. Eh bien c'est... Oui, il y a un problème avec Faso, non ? Je sais pas. Non, mais t'as présenté le Burkina Faso comme un prénom et un nom de famille, genre le Burkina Faso. Donc voilà, c'était pour... Voilà, ne décompose pas s'il te plaît. D'accord, bon bah je vais essayer. Marc. Rattrape-toi en disant que c'était l'ancienne Haute-Volta. Voilà, c'était l'ancienne Haute-Volta. Allez, continue. Marc, tu nous avais présenté une chronique sur le sujet, me semble-t-il, sur laquelle nos amis débatteurs avaient ensuite renchéri. Eh bien, nous reviendrons sur cette première chose, à savoir aussi qu'il y a eu de l'actualité, puisque notre ami Campaoré, il y a eu des petites choses qui se sont passées dans l'actualité. Hugo m'en a parlé ces dernières heures, et nous y reviendrons, bien entendu. Autre sujet, le Rwanda. Sujet majeur dans cette émission, nous en avons plus que majeur. Voilà, plusieurs fois parlé. C'est le plus important. Complément ce soir, effectivement, sur le Rwanda. Je vous rappelle que, eh bien, l'un des témoins de l'affaire a été porté disparu. Voilà. Enfin, c'est la version officielle en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, situation un peu complexe depuis le mois de novembre sur le sujet rwandais qui, on le sait, fait polémique. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et enfin, la francophonie. Sujet que Hugo avait traité lors de notre dernière émission il y a 15 jours et on invite bien sûr nos auditeurs à revoir cette très très belle, enfin à réécouter parce qu'on n'a pas la vidéo, à réécouter cette très belle émission avec Fou Rire et compagnie d'ailleurs au programme. Voilà, une émission
un petit peu compliquée, houleuse, mais voilà, on avait réussi quand même à la mener et on vous invite évidemment à la réécouter car il y avait des éléments factuels assez intéressants soulevés par Hugo sur la francophonie, sur cette question, qui tient cher également à Christian, et donc on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, bon. On ne sait pas s'il a été un cher, mais en tout cas, il a un avis sur la question. Voilà, et j'inviterai évidemment sur ces 3 sujets que nous avons évoqués, en particulier avec Marc et Hugo lors des précédentes émissions, j'inviterai Maxime à réagir évidemment, puisqu'il n'était pas présent lors de ces émissions, je crois, non plus sur le Burkina. Et donc Maxime pourra réagir comme on le sait, puisqu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Et puis nous verrons peut-être à la fin de cette émission à réaliser un petit retour sur cette année. Je sais qu'Hugo a quelques sujets qui ont marqué cette année, qu'il a passé en partie en Australie, mais surtout en France. Donc voilà l'actualité internationale. Et puis nous verrons, nous vous informons d'ores et déjà de la mise en place d'un jeu sur la page Politiquement Incorrect à la fin de cette émission. Voilà, on se concertera juste après pour vous faire gagner un cadeau et peut-être un an d'abonnement à un magazine. Voilà. Vous aurez tous les renseignements sur la page de la radio, sur la page Politiquement Incorrect de la radio, sur l'émission d'aujourd'hui, et on relaiera bien sûr l'information sur les réseaux sociaux. Voilà, messieurs, je pense qu'on peut commencer. Assez de bavardage en ce début d'émission. Je voudrais déjà rappeler à nos auditeurs donc la venue de Christian. Bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Christian, étudiant en sciences politiques. C'est ça. Alors, dans quelle université ? Alors, j'ai fini mon master, j'étais à l'université de Paris 1. Donc là, je m'inscris en thèse. Je suis en première année de doctorat. Donc autant dire tout un parcours dans l'université. Université en France, précisons-le, tu es sénégalais, tu es étudiant sénégalais en France. Mais voilà, un parcours fait en France en ce qui concerne les études supérieures. Alors, donc c'est après une licence de sociologie que je suis arrivé en France. J'ai commencé par la sociologie aussi. Donc j'étais en sociologie des institutions, notamment à l'université de Lyon de Lyon, évidemment. Et à la suite de ce parcours, après un master en sociologie, je me suis réorienté en sciences politiques à Paris 1. Ouais, merci pour ces quelques informations. Effectivement, toutes les personnes que l'on invite dans cette émission, on la présente toujours en début d'émission. Je vois qu'Hugo a une question ou une information à nous donner. Non, juste une petite question pour Christian. J'aurais voulu savoir sur quoi portait ta thèse que tu mènes actuellement. Effectivement, question intéressante. Je réponds avec plaisir en fait à cette question, d'autant plus que le sujet me tient vraiment à cœur. Alors, j'imagine bien. Ouais, donc je travaille sur tout ce qui est guerre civile. L'intitulé de ma thèse, c'est les politiques de reconnaissance et la prévention des guerres civiles. Donc, en gros, méthodologiquement parlant, c'est de voir comment des politiques de reconnaissance peuvent permettre la prévention des guerres civiles. Quand on sait que toute la prévention de la diplomatie classique a échoué en fait par rapport au fait de stopper en fait, si je puis m'exprimer ainsi, stopper les guerres civiles, notamment la reprise des guerres civiles. Je pense notamment au Mali. Mon mémoire de Master 2 a porté sur le Mali, donc la dynamique du conflit au Mali et les guerres d'indépendance. Qu'est-ce qui incite les rébellions en fait, ou qu'est-ce qui finance les rébellions, qu'est-ce qui alimente en gros les rébellions, pourquoi les rébellions en fait ne se démobilisent pas. Donc dans ce mémoire, j'ai essayé de voir quels sont les différents facteurs qui participent à la radicalisation en fait des mouvements. C'est dans la continuité en fait de ce sujet que j'ai écrit une thèse sur tout ce qui est en fait politique de reconnaissance, en faisant l'hypothèse en fait que des politiques de reconnaissance qui ne sont rien d'autre en fait que l'ouverture vers des mouvements tels les rébellions, le MNLA aujourd'hui, c'est-à-dire politique de reconnaissance par définition, c'est la confirmation d'une affirmation identitaire, c'est-à-dire le fait qu'une personne se donne une identité et que son interlocuteur en fait confirme cette affirmation identitaire. Ok. Si je dois prendre l'exemple du MNLA et de l'État malien, on peut faire l'hypothèse, c'est vraiment hypothétique, on peut faire l'hypothèse que le fait de considérer certains éléments culturels de l'ethnie Touareg peut faciliter un dialogue et une ouverture vers une paix durable, définitive au Mali. Donc ça reste ça reste des éléments d'hypothèse qu'il faudra approfondir, bien sûr, avec des études empiriques. Donc ma thèse, pour résumer tout, porte sur la politique de reconnaissance. C'est le concept central.
Un sujet qui, je suis sûr, intéresserait également Marc, qui suit ce genre de sujet de près. Mais je pense que après que j'aimerais bien qu'on discute après l'émission, ce serait intéressant parce que moi c'est plus j'essaie de prendre un petit peu des exemples comme le fait Christian et je trouve que justement la politique de reconnaissance, moi tout de suite ce qui a résonné dans ma tête c'est histoire, mémoire, le décalage qui peut des fois avoir lieu aussi, j'ai l'impression, qui peut être à la source à mon avis de justement des politiques de reconnaissance. Enfin, en tout cas c'est ce que beaucoup d'auteurs africains ont soulevé, et c'est pas moi qui le soulève, je ne fais que de le répéter, qui ont mis en avant justement que le fait que l'identité pouvait être un des vecteurs des conflits civils. Alors je pense au Congo-Brazzaville, j'aurais pu en citer bien d'autres, je pense aussi au Burundi, Sierra Leone, Mozambique et d'autres, et qui ont par exemple le cas du Congo-Brazzaville est à ce point intéressant qui mêle en gros les approches du double sud de Colélas, enfin de Bernard Colélas pour aller très vite et de Pascal Lissouba, et de l'autre le ténor Denis Sassou Nguesso, qui ont joué sur ces appartenances identitaires et je pense que ce qu'on pourrait rajouter aussi dans ces conflits-là, c'est que certes c'est instrumentalisé, mais justement moi ce qui m'intéresse c'est de voir jusqu'à où c'est instrumentalisé, de voir si justement il n'y a pas un décalage entre l'histoire et la mémoire. Alors justement, il y a une question qui tout de suite m'interpelle, justement, et je voudrais m'interroger, surtout d'autant plus les Sénégalais. J'ai beaucoup lu sur l'histoire du Sénégal, je ne suis pas encore parti au Sénégal, mais j'ai lu que les premiers mouvements indépendantistes, enfin les mouvements de décolonisation, c'était surtout de décoloniser l'histoire au départ, coloniale au départ, pas seulement politique. Et ce qui était très marquant, c'était la place qu'avait par exemple chez Anta Diop quand ils ont essayé de démontrer que l'Afrique de l'Ouest était entrée dans le commerce transatlantique à l'époque moderne. Essayer de démontrer que l'histoire africaine, contrairement à ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy, était déjà entrée dans l'histoire. C'est pas une nouveauté de le dire. Et ce qui est intéressant justement, c'est de voir que ces mouvements identitaires-là, aujourd'hui servent à une double logique, c'est-à-dire d'un côté servent les peuples qui sont en manque de droits et qui du coup se renferment. Moi j'ai l'impression que c'est à peu près ça, c'est ce que j'ai pu relever notamment au Cameroun, mais aussi que ça peut servir le politique entre guillemets. Par exemple je pense à Bernard Colélas qui disait que la légitimité du Sud à gouverner, pas le Sud de Lissouba, mais le Sud de Colélas, servait justement cette identité de Congo, l'Empire Congo, on rappelle l'Empire Congo, etc. Et je me demande si justement, est-ce que c'est possible aujourd'hui de reconnaître, c'est ça ma question, est-ce que c'est possible de reconnaître une identité, est-ce que les politiques ont intérêt à reconnaître une identité, et surtout quand on voit dans le cas là je reviens justement au Mali, dans le cas Touareg, on voit que la guerre depuis l'indépendance ne fait que perdurer, je dirais entre d'ailleurs, et je pense qu'il faudrait le rappeler, mais tu le feras certainement après moi, mais l'Azawad, justement tu parlais du MNLA, donc le mouvement national de libération de l'Azawad, faut aussi élargir, c'est qu'il n'y a que 3 Azawad, il y a aussi quand même les Peuls, il faudra les citer, une partie berbère aussi, et les Touaregs. Et donc voilà, et justement c'est important de le souligner, surtout que moi j'ai trouvé qu'on ne le faisait pas, on avait l'impression que l'Azawad c'est les méchants, les Touaregs, et justement il faut le rappeler. Et donc voilà, c'est plutôt ma question, c'est est-ce que de reconnaître une identité peut servir quand aujourd'hui je trouve qu'il y a un décalage entre l'histoire et la mémoire qui est utilisé par le politique, je pense. Alors, elle est très intéressante ta question. Alors, reconnaître une identité, elle reste très importante en fait dans le cadre des politiques de reconnaissance, dans la mesure où on ne peut pas aujourd'hui définir l'identité en faisant fi en fait de la mémoire de laquelle prend source l'identité. Ça c'est très important. Et quand je prends un exemple concret sur le MNLA, puisque j'ai étudié là-dessus, l'Azawad, donc il y a toute une représentation sur le territoire de l'Azawad qui donne sens en fait à la lutte rebelle du MNLA. Donc c'est ça, il y a la question de mémoire de lieu, mémoire historique, nos ancêtres, le territoire ancestral. Donc c'est des concepts qui sont très importants qui aujourd'hui, du point de vue socio-anthropologique, permettent d'étaler une réalité sociale pour mieux apporter des réponses politiques. Aujourd'hui, l'État malien ne peut pas apporter une réponse, notamment sur la paix durable au Mali, s'il n'y a pas une interrogation profonde qui est faite sur l'identité touareg. Identité touareg qui, il faut le rappeler, est connotée avec des stéréotypes. C'est des voleurs, c'est ceci, cela. Donc, il y a déjà à la base des stigmatisations qui font qu'un dialogue n'est pas ouvert. Et donc, sur la question des identités en lien avec la mémoire, il faut, parce que les pères de l'indépendance africains n'ont pas eu ce courage de déconstruire les identités, c'est-à-dire les catégories sociales qui ont été construites par l'administrateur colonial, il faudrait
que les présidents du XXIe siècle, les présidents africains bien sûr, aient ce courage, c'est-à-dire prendre compte cette mémoire, prendre en compte l'idée qu'il y a eu des catégories qui ont été construites, notamment les Tutsis et les Hutus, qui ont été construites dans le souci de mieux gérer en fait de petites collectivités. Hutus et Tutsis, on va revenir sur ce débat, c'était à la base en fait une différenciation entre des agriculteurs, des élevages, des gens qui étaient d'une classe aristocratique, des gens qui étaient d'une classe moyenne. À partir du moment où il y a cette catégorisation sociale, oui, quoi de plus normal que des individus se différencient. Mais quand une instrumentalisation politique en est faite, c'est là où se trouve le danger. Et dans la manière d'instrumentaliser, ou du moins dans la manière de bien traiter les groupes, surtout les minorités ethniques, il faudrait en quelque sorte déconstruire en fait toute l'instrumentalisation qui a été faite à ce niveau. Et la déconstruction pour le peuple touareg doit passer par l'idée de reconnaître que ce sont des Maliens, ok? Il y a la question aussi des frontières qui se posent, d'accord? Question des frontières qui se posent, des Touaregs qui sont des nomades, qui n'étaient pas, qui étaient en partie présents quand l'État-nation malien se construisait, quand les trois empires maliens se construisaient. Je rappelle qu'il y a eu l'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire Songhai qui sont passés par là, qui sont passés par le Mali. Donc c'est une situation complexe qui fait qu'aujourd'hui que les intellectuels africains, tous les penseurs en fait de la sécurité, tous les penseurs des guerres civiles, tous les penseurs de la conflictualité doivent s'intéresser à ces questions qui évidemment sont difficiles à traiter, mais on doit tenir compte de l'histoire, tenir compte de la mémoire, tenir compte des identités qui sont aujourd'hui exclusives pour pouvoir les penser dans une perspective plutôt collective. C'est la seule manière de pouvoir construire une paix durable dans la mesure où il faut par hypothèse dire que tout nationalisme, tout repli identitaire est très dangereux pour une tentative de paix. On le voit dans nos émissions, enfin si nos auditeurs réécoutent ou ont le souvenir dans nos émissions où Marc parle d'Afrique, beaucoup la question de l'ethnie, qui est une question sur laquelle tu travailles beaucoup, Marc. Et je me souviens effectivement, après en avoir discuté avec Christian, et c'est ce qui a motivé sa présence dans cette émission, que vous n'avez pas forcément exactement le même point de vue sur la question, peut-être. Justement, il en a parlé, voilà. C'est pour ça que c'est... Voilà. Et tu peut-être veux-tu lui répondre? Oui. Voilà, je vais essayer d'être très, très rapide on va pas faire le débat parce que là je pense qu'on pourrait passer une semaine entière. Non, moi, c'est-à-dire que je suis d'accord sur l'instrumentalisation et c'est un point des plus importants à souligner, même si c'est pas tout, évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Ce qui après me dérange, c'est que je me dis l'instrumentalisation, d'accord, mais à force de trop dire que l'ethnie est instrumentalisée, à force de dire qu'elle sert aux politiques justement pour dire venez dans mon camp entre guillemets, on fait de la politique à la Freud, hein, c'est-à-dire amis-ennemis et puis on reste dans cette dialectique là. À force de tout rendre compte comme ça n'éclaire pas beaucoup de choses. C'est-à-dire que je m'explique, j'ai dit toujours que l'instrumentalisation ne se crée pas ex nihilo, c'est-à-dire qu'elle ne se crée pas de quelque chose comme ça qu'on crée aussi. Et quand en tout cas j'ai voyagé au Cameroun et quand j'ai lu des auteurs, parce que je me force toujours de lire des auteurs africains, ce qui pour moi m'écarte beaucoup plus que des auteurs européens ou autres, parce que je parle avec ceux qui vivent là-dedans et qui vivent dans ce territoire-là, et c'est beaucoup plus intéressant. Je me souviens d'une anecdote quand j'étais au Cameroun, je leur ai dit mais les ethnies sont des créations coloniales selon vous? Non, alors tout de suite, que ce soit politique, que ça soit peuple, hein, attention, je parle de tout. Ils m'ont ri au nez, ils m'ont dit mais vous êtes fous. Je me souviens toujours. Alors du coup j'ai essayé de chercher et c'est vrai que alors là on parlait du cas Tutsi et Hutu, donc du cas rwandais, qui d'ailleurs les Tutsis et les Hutus ne sont pas, enfin les Tutsis sont pas seulement, et les Hutus sont pas seulement au Rwanda, hein, c'est un Afrique, voilà, c'est l'Afrique interlacustre. Il faudrait. Tout à fait. Le Burundi, ça a été des années de misère quand ça s'est déroulé entre les différents camps. Donc en tout cas voilà, donc pour les questions des Hutus et des Tutsis, justement, on discute de ça et on se rend compte que dès le 12e, 13e siècle, l'affirmation des Tutsis vis-à-vis des Hutus a été très prégnante. 12e, 13e siècle, c'est l'époque de l'État Tutsi, c'est l'époque où les agriculteurs sédentaires qu'on appelle aujourd'hui vulgairement les Hutus, enfin vulgairement, dans le sens où maintenant on en parle sans vraiment savoir ce que c'est, ce qui me dérange aussi. C'est à cette époque-ci où les Tutsis et les Hutus étaient déjà eux-mêmes catégorisés, je dirais les Tutsis d'un point de vue anthropologique, et là je parle d'anthropologues
africain pour le coup, il disait très bien, les Tutsis étaient grands, élancés, morphologiquement très différents des agriculteurs du Sud, c'est toujours comme ça de toute façon même dans les bandes sahéliennes. Il disait les Tutsis et Hutus existaient déjà et les Tutsis se faisaient passer pour des rois, pour des divins vis-à-vis des agriculteurs du Sud. Donc moi, pour être très clair, pour moi l'ethnie, c'est pas une création coloniale. Cependant, je pense que la période coloniale a affirmé des catégories qui sont devenues d'ethniques à sociales. Et ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est pour ça, je pense que, justement, je l'ai entendu parler à un moment, Christian, et j'ai compris en fait où il voulait en venir, et quand tu as dit mot social, j'ai dit, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, on passe des classes, on va dire, pour le taire très vite, de classes culturelles, ethniques ou culturelles, à des classes qui deviennent sociales. Et pour le coup, c'est ce qui a marqué, je dirais, les Tutsis, c'était des administrateurs coloniaux, enfin, c'était le bras droit, mais on aurait pu en parler dans les Bétis au Cameroun, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, et c'est vrai que des fois, j'oublie quelques singularités, mais moi, mon idée, c'est de dire que les problématiques africaines se posent partout, parce que les problèmes sont les mêmes. Et c'est pour ça que j'oublie des fois quelques singularités, mais voilà, pour moi, c'est ça que je voulais aller. Donc j'aimerais bien t'entendre maintenant sur cette question ethnique, ça m'intéresse, mais je pense avoir compris. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la base en fait de l'ethnicité en fait, il y a d'abord des groupes sociaux et il y a une instrumentalisation, notamment dans le cas rwandais, quand en fait l'administrateur colonial décide en fait que le Tutsi c'est la tête pensante, que le Tutsi c'est celui qui peut travailler à côté du blanc. Quand au Sénégal l'administrateur pense que le Wolof c'est la langue du commerce, pense que le Wolof, c'est celui qui peut travailler à côté du blanc, c'est là où il y a instrumentalisation. Et toute cette frustration cumulée durant la période coloniale, elle ressurgit en fait dans les mouvements des indépendances qui allaient à l'encontre en fait de l'occupant, mais on oublie en fait que ce mouvement des indépendances s'est reconduit après la guerre froide, c'est-à-dire dans les années 90, où on a en fait une ascension fulgurante de guerre civile. C'est dans ce cas qu'on peut inscrire le génocide rwandais, qu'on peut inscrire la deuxième guerre de la République démocratique du Congo. Et donc, il y a toute cette question. Il y a d'abord instrumentalisation et bien sûr, il y a des politiques qui étirent leur intérêt. J'ai écouté ta chronique qui était d'ailleurs très bien faite sur le Rwanda. Tu parlais en fait de Jean-François Bayard qui parlait de la politique du ventre, donc la politique clientéliste. C'est quelque chose en fait qu'on retrouve un peu partout. C'est pas seulement l'apanage en fait de l'Afrique. Aujourd'hui, on peut dire en fait qu'il y a de la politique clientéliste, je sais pas, en France, quand Marine Le Pen va attiser en fait la peur, va instrumentaliser la peur en fait pour juste un profit électoraliste, quoi. On peut en fait catégoriser ça dans on peut mettre ça dans la case en fait d'une sorte d'instrumentalisation. Mais ce qui est dangereux en fait dans l'instrumentalisation des ethnies, c'est que l'ethnie est liée à l'identité et que l'identité est liée aussi à l'estime de groupe. Et l'estime de groupe, on arrive en fait à des questions d'émotion. Okay? C'est des choses qui sont très difficilement contrôlables et il ne faut pas s'étonner en fait que des guerres qui ont été déclenchées par des causes, des facteurs identitaires soient beaucoup plus sanglantes que des guerres qui sont déclenchées par des facteurs simplement économiques ou autre chose. Ouais. Donc c'est ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur la question. Il y a avant même la période coloniale, et je vais d'ailleurs à l'encontre en fait de camarades étudiants qui défendent l'idée selon laquelle les catégories sociales sont vraiment nées avec l'arrivée du colon. Non, mais c'est faux, c'est vraiment faux. Alors, partout où des individus se sont organisés en société, en communauté, il y a toujours eu des groupes sociaux. Okay? Après, le politique peut trouver très malin, très efficace de diviser en fait pour mieux régner, comme on le dit souvent. C'était de bonne guerre pour l'administrateur colonial. Aujourd'hui, c'est de bonne guerre en fait pour la plupart des présidents africains qui, il faut le dire en fait, n'ont pas opéré la rupture nécessaire au moment des mouvements des indépendances. Ça, c'est très important. Il y a toujours des guerres ethniques parce que tout simplement, lors des indépendances, les discours n'ont pas été clairs, les actes n'ont pas été précis sur le fait, en fait qu'on était en train de construire une nation et non en fait des micronations. Quand on va dans certains pays d'Afrique et qu'on se rend compte que la nation
c'est plutôt une ethnie, on peut se poser beaucoup de questions sur la définition de la nation. Quand des gens se considèrent comme citoyens parce que le chef d'État est de leur ethnie, des questions se posent. Donc, je pense que la question de la nation, elle doit aller dans le sens de la définition de Renan. Okay? Dans une nation, les citoyens ou les individus doivent s'inspirer de leur passé, donc c'est-à-dire de ce qui les unit, du lien communautaire, du lien de sang, mais aussi penser au vivre ensemble, c'est-à-dire au présent, et ensemble aspirer à des projets qui leur sont communs, à des projets d'avenir. C'est ça. Aujourd'hui, on a du mal à trouver ça dans certaines nations africaines, c'est bien dommage, mais tout n'est pas en fait, tout n'est pas noir. Il faut aujourd'hui aussi oser le dire, nos chefs d'État prennent conscience du retard qui a été du retard que les pays africains ont eu, parce que tout simplement on s'est tiré dessus pour des questions qui sont bien sûr importantes, mais qu'on pouvait régler sur des lois très rapides. Ouais. C'est ça. On est bien d'accord. Maxime, est-ce que tu souhaites peut-être je veux bien réagir un petit réagir. peu. J'ai pas disons, la même connaissance que Christian ou que Marc sur l'Afrique. J'essaye déjà de m'en tenir à mon pays. La France, c'est déjà très compliqué. Mais c'est très, très intéressant, en tout cas, ce que j'entends. Parce que, donc, si je comprends bien, on fait, en tout cas, à l'échelle du continent africain, un constat. Bon, je veux pas caricaturer, mais disons, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un désordre. Qui serait lié à des mécanismes de domination. On aurait construit des identités aux dépens d'identités réelles, en fait, qui existaient réellement, qui étaient authentiques, et dans un mécanisme de domination, comme tu l'as dit, qui est bien connu, c'est-à-dire le diviser pour mieux régner, quelque part, on a instrumentalisé ces identités-là pour finalement façonner d'autres, mais des identités qui ne sont du coup plus compatibles et qui occasionnent des conflits. Et donc, quelque part, le sens du travail aujourd'hui, ce serait finalement de renouer peut-être avec des identités authentiques, ou du moins de rechercher, comme tu parlais de points communs, etc. Finalement, c'est le sens du nationalisme. Rechercher finalement le dénominateur commun qui va permettre finalement à des gens qui partagent un territoire de vivre ensemble en harmonie, en fait, c'est ça. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce que tu dis là, finalement, le diagnostic qu'on fait là, on pourrait tout à fait le faire aussi pour la France. Oui, tout à fait. Et quelque part... alors, bon, moi, quand tu as parlé à un moment donné du nationalisme ou du repli identitaire comme si c'était un peu synonyme, c'est peut-être là où j'ai un petit désaccord, parce que quelque part, pour moi, ta démarche, en fait, elle est nationaliste. Je veux dire, quand je t'entends parler, finalement, tu parlais de liens de sang, de communauté, finalement de choses qu'on peut partager ensemble, parce qu'il faut à un moment donné délimiter quelque chose, donc il y a quand même une notion de frontière à un moment donné. Voilà. Donc, quelque part, je comprends pas bien cette espèce d'allergie un peu au nationalisme, ou peut-être que tu pourras justement revenir un petit peu là-dessus. Et aussi peut-être pour réagir à un des derniers trucs que tu viens de dire, c'est sur le retard africain. Je suis pas convaincu de ça, parce que moi j'ai plutôt l'impression que le désordre dont je parlais tout à l'heure, l'épicentre, je dirais, du séisme vient d'Occident. C'est plutôt, en tout cas moi, dans ce sens-là que je lis. Alors j'aurais peut-être pas le temps vraiment de développer, mais j'ai souvent abordé ces questions-là à cette antenne. Et que, quelque part, je dirais qu'en Afrique, je fréquente pas mal d'Africains, et aussi notamment de Sénégalais. Et ce qui me frappe, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure là, avant l'émission, je trouve que ce sont des personnes, je les trouve beaucoup plus équilibrées, plus stables sur le plan personnel, parce que, quelque part, elles ont eu la chance, presque, de vivre dans des sociétés dans lesquelles la spiritualité, ou disons la dimension sacrée, n'avait pas été complètement supprimée, contrairement à nos sociétés occidentales modernes, dans lesquelles finalement tout est profane, tout est matériel, et on voit d'ailleurs que beaucoup d'entre nous, on cherche désespérément cette espèce de lien spirituel, ce lien traditionnel qui existait autrefois et qui aujourd'hui n'existe plus. Et quand tu dis le retard qu'il y a en Afrique, je dirais, moi je trouve que finalement, je trouve pas qu'il y ait un retard, je trouve que finalement, après avoir, parce que dans les mécanismes de domination, je pense que ce qui a à voir avec la spiritualité, ça peut faire partie d'un moyen de résistance. Parce que quelque part, lorsqu'on
lorsque l'on croit ou lorsqu'on peut avoir la foi, ça peut servir de bouclier contre des mécanismes de domination ou d'aliénation. Et je pense qu'il y a un travail qui consiste justement à couper l'homme de tous ces liens un peu transcendantaux. Et finalement, vous avez, enfin je dis vous, je veux dire un peu au niveau africain, vous avez encore ce lien-là qui existe, même si vous êtes en train de le perdre, j'ai l'impression. Voilà, donc, bon, pour recentrer un peu sur ma question, c'est voilà, pourquoi... Enfin, que penses-tu du nationalisme finalement, et en quoi est-ce que ça peut être un repli identitaire, enfin, ou est-ce que j'ai mal compris? Oui, alors, nationalisme, par définition, en fait, il y a de l'extrême un peu, en fait, je crois. Ouais.